présenter aussi des sujets qui nous touchent, des livres qu'on a lus. Et ce soir, c'est vraiment un incontournable du développement personnel / de la spiritualité. Vraiment, je pense que ça va s'adresser à tout le monde, cette capsule-là de ce soir. Ça sera aussi en rediffusion sur nos 2 pages. Donc, Marie-Ève, je te laisse nous présenter notre livre de ce soir. Donc, il s'agit des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, qui, faut le dire, c'est une Québécoise et c'est vraiment une personne de renommée internationale. Elle est arrivée dans les années 80 avec son école de développement personnel qui s'appelle Écoute ton corps et elle a amené ce livre-là, des 5 blessures, qui part d'ouvrages de 2 psychanalystes, donc autrichiens et américains. Et elle est arrivée avec les 5 blessures, elle appelait ça les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, parce que c'est des blessures assez intenses. On va vous les présenter, les 5 ce soir. Et comme je disais, elle a écrit des livres, elle en a tellement écrit, elle en a écrit 26 qui ont été traduits en 24 langues, 6 millions d'exemplaires à travers le monde. Elle a son école autant en Europe qu'au Québec. Vraiment, c'est une femme incroyable. Donc, on est vraiment heureux de vous présenter son contenu, qui sont les 5 blessures. Donc, Maria, je te laisse là. C'est quoi qu'on entend par blessure? Oui, ben, on appelle ça aussi des fois les blessures de l'âme. Donc, c'est des blessures que quasiment tout le monde, bon, je vais dire même tout le monde, porte en eux. Et ça vient souvent de l'enfance. Et ça, c'est un concept qui n'est pas juste en spiritualité, mais qu'on utilise aussi en psychologie. On dit que tout se joue pendant l'enfance. Et c'est vrai aussi. Et dans le fond, le parallèle en spiritualité, souvent, c'est qu'on parle de, disons, l'apparition de l'ego, qui se fait donc un petit peu plus tard. Alors, ça se joue avant l'apparition de l'ego, puisque l'ego, sa fonction, une de ses fonctions, c'est de nous protéger en créant des programmations, des croyances. Et donc, ces blessures-là, qui proviennent de l'enfance, vont avoir un impact sur les programmations qui vont être créées par notre ego et qui vont influencer nos réactions pour tout le reste de notre vie. Donc, ça a vraiment un impact profond sur notre personnalité. Dans le fond, c'est à l'origine de tous les maux physiques, les maux émotionnels, mentaux, les mécanismes de défense, les réactions inconscientes. Et on peut en fait, la façon que l'auteur en parle dans le livre, d'une manière que je trouve ça vraiment très, très, très intéressante, c'est que à partir du moment qu'on reconnaît nos blessures, ça nous permet de se sortir de le rôle de victime et de reprendre la responsabilité de nos réactions. Parce que, elle donne un exemple très, très intéressant. Elle dit, imagine que tu as une blessure à la main et que tu t'en es jamais occupé, tu l'as jamais soigné, tu l'as jamais guéri. Et là, il y a quelqu'un qui vient te prendre la main dans un geste bienveillant, un geste d'amour. Mais ça te fait mal à la main, fait que tu as comme une réaction. Mais là, ce qu'il faut que tu te demandes, est-ce que c'est la faute de l'autre personne si tu as eu mal ou c'est de la faute à toi parce que tu n'as pas guéri ta blessure? Alors, elle, c'est ça disons, dont elle parle d'un point de vue prendre la responsabilité pour les blessures qu'on a, parce que tout ne vient toujours que de soi-même. On n'est pas des victimes de ce que les autres nous font, on réagit par rapport à nous, par rapport à nos propres blessures. Tu le dis souvent, Marie-Ève, tu sais, que les autres sont notre miroir. Et la théorie, justement, des 5 blessures, c'est vraiment ça, parce que c'est pas l'autre personne qui nous cause du rejet, de l'abandon, de la trahison, c'est vraiment un reflet de ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous, qui, il faut le dire, on va en parler dans l'enfance, ça reste des perceptions, ça reste comment est-ce que nous, on se sent par rapport à tout ça. Donc, l'autre n'a rien à voir avec ça et ne le sait pas non plus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté double tranchant de chaque blessure, parce que on a l'impression que l'autre nous fait des blessures, alors que soi-même, on se fait des blessures, on s'en fait à soi-même, donc on s'abandonne, on se trahit, par exemple, et on peut le faire en retour aussi aux autres. Oui. Donc, c'est assez complexe, mais une fois qu'on a compris aussi toute cette dynamique-là, c'est complètement fou comment est-ce qu'on peut accéder à plus d'informations puis mieux comprendre nos comportements. Et Lise Bourbeau le dit justement, son slogan, c'est « Être bien, ça s'apprend ». Oui, donc, on essaie de faire tout ce qu'on fait de façon automatique. On va le voir là, justement avec les masques. Oui. Ça, c'est vraiment un beau modèle qu'elle dit comme quoi est-ce qu'on adopte des comportements pour se cacher des blessures. Donc, c'est ça.
Voilà, le masque, c'est vraiment la réaction qui est le résultat de la blessure. Puis donc, c'est de ça qu'on va parler. Puis donc, on a mentionné, il y a 5 blessures. Fait que là, je vais vous les nommer. Puis, il y a un acrostiche très facile à se rappeler pour se rappeler des 5 blessures, qui est l'acrostiche TRAHI pour trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Ce sont les 5 blessures de l'âme. Et donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Stéphanie, tu vas nous parler d'une première blessure qui est... Là, je ne veux pas vous mélanger, on ne les met pas dans cet ordre-là. Donc, non, non, non. c'est fait notre ordre. Il n'y a pas d'ordre vraiment, là. On est allé au hasard. La première, c'est la blessure du rejet. C'est intéressant parce que quand on parle de l'enfance, celle-là, elle est dès la conception, dès qu'on est dans le ventre de notre parent, jusqu'à l'âge de 1 an. Et ça, c'est toute cette espèce de sentiment, de pressentiment qu'on n'était pas nécessairement désiré comme enfant, qu'on n'était pas nécessairement accepté comme on était, pas nécessairement accueilli dans cette nouvelle vie-là. Et donc, va rechercher l'amour du parent du même sexe. Donc, si je suis une fille, je vais chercher l'amour de ma mère. Quelqu'un qui vit vraiment dans la blessure du rejet, son gros défi, là, c'est que cette personne-là croit qu'elle n'a pas le droit d'exister. Tout simplement, va pas se sentir à la hauteur, va pas sentir qu'elle a sa place dans le monde, va se trouver nulle, va avoir de la difficulté à croire qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse la reconnaître, cette personne-là. Et ça, tout ce que ça amène comme comportement, c'est énormément de solitude. Les gens qui sont à la peur du rejet vont beaucoup, justement, s'isoler, vont préférer ne pas se confronter à des situations qui pourraient les rendre anxieux, de la panique sociale, des gros attroupements. Et ils vont peut-être justement s'effacer par rapport aux autres, donc pas nécessairement dire leur opinion, vont avoir peur de prendre toute la place. Donc, peut-être des personnalités un peu plus timides, souvent qu'on voit dans la blessure du rejet. Et là, le masque qu'une personne qui vit le rejet va adopter, c'est le masque du fuyant. Et là, la fuite peut prendre vraiment plein de formes. Une assez populaire, là, c'est tout le détachement au niveau du monde matériel. Donc, on va vouloir fuir dans une autre réalité ou dans le monde mental, dans le monde astral, des distractions. On parle même d'alcool, de drogue, tout ce qui nous sort de notre vie à nous matérielle. Va fuir les relations sociales, les relations amoureuses. Donc, la personne va préférer peut-être juste avoir des relations en surface, de la distraction, mais rien en profondeur, parce que si c'est trop en profondeur, si c'est trop intime, bien, la personne va avoir peur de se sentir rejetée, va avoir peur de s'engager dans une relation. Donc, souvent, dans des relations amoureuses, des personnes qui adoptent le fuyant vont... même si la relation va bien au début, ils vont dire « Ah non, ça ne fonctionnera pas. » Là, même s'il y a un petit potentiel, ils vont vouloir saboter la relation, vont vouloir couper les ponts, vont vouloir fuir par peur d'être trop engagés et après ça, d'avoir mal. C'est toujours la peur d'avoir mal. C'est ça, les 5 blessures. Ce qui va amener, dans le fond, la guérison, une petite clé comme ça que je dis pour les gens qui sont dans la blessure du rejet, c'est l'affirmation de soi, la confiance en soi et se donner surtout le droit d'exister. Tout simplement, c'est vraiment relié au fait que je m'affirme et j'existe. Voilà, c'est ça. C'est un très beau résumé. La blessure du rejet, oui, que on a sûrement tous déjà vu dans notre vie des gens qui l'ont ou peut-être qu'on se reconnaît nous-mêmes dans certains aspects. Donc, effectivement, c'est vraiment le fait de se sentir comme de trop, tout simplement. Exact. Et donc, moi, je vais continuer avec la suivante, qui est celle de l'humiliation. Donc, le fait de se sentir humilié, c'est comme le fait de se sentir rabaissé, de s'abaisser soi-même ou d'abaisser quelqu'un d'autre. Et la blessure provient aussi donc de l'enfance, comme on dit, mais cela, c'est aussi quand même en très bas âge, je dirais vers 2-3 ans, parce que c'est souvent relié par exemple, un enfant qui est dans l'apprentissage de la propreté, mais qui entendrait son parent le chicaner parce qu'il y a des accidents, puis le traiter de malpropre ou le traiter, ou tu sais, vraiment le rendre honteux, en fait, par rapport à cet apprentissage-là. Ou si, tout simplement, si l'enfant se salit, il porte des beaux vêtements, puis il va jouer dehors, il se salit, puis le parent vraiment le chicane, puis le traite de ci, de ça. Ou même si le parent n'est pas dans dans des propos nécessairement violents ou quoi, juste le fait qu'il
qu'il y ait une réaction de mépris ou de oh, ça, c'est pas correct, ou qu'il raconte à quelqu'un d'autre, à un autre parent, puis que l'enfant entend le parent dire ah, il s'est tout sali, il est tout le temps mal propre, il n'est pas capable d'être propre. Tu sais. Des petits mots comme ça, dans un enfant, chez un enfant qui a 2-3 ans, ça va quand même rentrer dans son subconscient, là, donc ils comprennent beaucoup plus ces mots-là qu'on peut le penser, et ça va créer une blessure d'humiliation. Donc, c'est sûr que par rapport à l'humiliation, bon, il peut y avoir d'autres situations, mais ça, c'est comme le résumé de où ça provient en général. Et le masque pour la blessure d'humiliation, c'est celui du masochiste. Donc, ça a l'air un petit peu intense là, comme masque, là, mais en fait, c'est que c'est souvent quelqu'un qui va chercher à se punir lui-même avant que quelqu'un d'autre le fasse. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de honte en dedans de lui, donc qui a honte tout simplement d'exister, on pourrait dire, ou ça peut être de la honte par rapport à différents aspects, donc il va chercher à se punir. Il va toujours trouver qu'il n'est pas assez bon, ou qu'il n'a pas bien fait les choses. Il va chercher des situations qui le font souffrir, dans le fond, des situations qui vont le mettre dans un contexte où il va avoir honte. Et c'est pour ça qu'il va se punir avant que quelqu'un d'autre le fasse. Ensuite, donc c'est un sentiment comme s'il se sentait inférieur aux autres. C'est quelqu'un qui n'aura pas beaucoup de facilité à exprimer ses besoins parce qu'il va toujours avoir honte de ses besoins, avoir honte de ce qu'il veut, de ses sentiments. C'est des gens qui prennent beaucoup de responsabilités sur eux, mais qui ont l'impression quand même qu'on profite d'eux. Mais ils ne peuvent pas ne pas prendre ces responsabilités-là. C'est eux qui se l'imposent à eux-mêmes. C'est des gens qui sont hypersensibles, ils font tout pour ne pas blesser les autres parce qu'ils se sentent toujours responsables. Donc, même quand quelqu'un d'autre fait une erreur, ils vont prendre le blâme. Ils se blâment pour tout. Ça rejoint le sentiment de la honte et de l'humiliation, comme si tout était leur faute, dans le fond. C'est à peu près ça. J'essaie de voir si j'avais autre chose à rajouter là-dessus. Ah oui, en fait, pour ce qui est de la voie de la guérison, pour une personne qui a cette blessure-là, on commence à aller vers la guérison lorsque on s'écoute soi-même avant de dire oui aux autres, lorsqu'on arrête de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Donc, tout simplement qu'on s'écoute nous-mêmes en premier. Ouais, c'est très bien dit. Ben merci, hein, Marie-Ève. Je trouve vraiment que tu l'as bien décrit, toute cette honte qui est cachée aussi derrière l'humiliation. La troisième blessure que je vais parler, c'est la blessure d'abandon. Et je sais, c'est facile à confondre avec le rejet. C'est vraiment deux blessures aussi qui sont au niveau de l'être et de la très jeune enfance. On parle de 0-3 ans. Cette fois-ci, par contre, c'est plus associé aux parents du sexe opposé, donc ça serait le père. Et c'est, encore une fois, là, on parle d'abandon, là, c'est des sentiments d'abandon. Ce n'est pas nécessairement le parent m'a abandonné, il m'a oublié dans le taux, elle n'était pas là. C'est pas du tout ça. C'est vraiment le sentiment de l'absence du parent. Mais quand on parle d'absence, ça peut être l'absence mentale. Peut-être que c'est un parent qui travaillait beaucoup, peut-être que l'enfant a été beaucoup gardé, peut-être que il y avait un deuxième, troisième, quatrième, sixième enfant. Tu sais, les grandes familles, c'était pas évident non plus. Donc, c'est toujours cette petite nourriture affective que l'enfant cherche tellement entre 0 et 3 ans. On carbure à ça là, quand on est des jeunes enfants et ça s'en va jusqu'à l'âge adulte où on cherche encore cette nourriture affective et on cherche à combler ce petit manque qu'on aurait eu peut-être à l'enfance. Donc, affectif, c'est aussi juste se sentir écouté, se sentir soutenu, se sentir regardé, sentir qu'on existe. Et là, ce que ça transfère, dans le fond, à un âge adulte, âge adolescent et tout ça, c'est vraiment le besoin des autres. Des besoins des autres pour être soutenus, pour être conseillés, pour être écoutés. Et tout ça amène une très grande peur de la solitude. Donc, les gens dans la blessure d'abandon vont tout faire pour fuir cette solitude-là parce que être avec soi-même n'est pas suffisant, ne comble pas d'amour. Donc, on va vraiment essayer de tout faire pour attirer l'attention et l'amour, l'affection des autres.
reflet de nos parents de sexe opposé aussi. C'est quelqu'un qui va être beaucoup dans attirer l'attention sur soi, mais sur ses problèmes, tu sais, beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, de se positionner peut-être en victime aussi pour attirer l'attention, d'attirer le soin, l'amour des autres, est vraiment important. C'est toute la notion de vouloir plaire à tout prix, de la peur de se faire dire non, et dans le fait de vouloir plaire, ben, c'est qu'on va peut-être accepter des situations qui nous grugent ou nous font du mal ou où on va vouloir que la relation dure. On va dire oui, ça fonctionne, tout est beau. On est comme dans cet idéal-là qu'on veut de l'amour, mais c'est à ce moment-là peut-être qu'on se fait mal nous-mêmes. Donc, le masque de la blessure d'abandon, c'est le dépendant. On parle ici d'une tangente de dépendance affective. S'accrocher aux autres pour ne pas perdre, pour ne pas les perdre, pour ne pas se sentir abandonné. Mais comme on disait, la blessure d'abandon, c'est surtout s'abandonner soi-même pour ne pas se faire abandonner des autres. Ça passe vraiment par un abandon de soi en premier et de vouloir peut-être être trop fusionnel aussi avec les autres. Donc, une mère qui aurait vécu cette blessure-là aurait tendance à la répéter sur son enfant, c'est-à-dire être vraiment maman poule, d'être fusionnelle avec son enfant, de dire non, moi j'ai été abandonnée, je t'abandonnerai pas. Puis, donc, ça se transfère énormément dans cette dépendance affective-là. Mais c'est toujours dans l'idée qu'on le fait bien quand même, là, tu sais, que c'est pour l'amour, que c'est pour le bien. Donc, la clé de guérison de la blessure d'abandon, c'est de rassurer ce qu'on appelle son enfant intérieur, peut-être cette petite enfant qui a manqué d'amour, d'être bien avec soi-même et de créer sa propre sécurité affective. C'est vraiment ça, c'est de retrouver l'amour de soi, là, de le solidifier. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais, celle-là, je pense qu'elle atteint beaucoup de gens, la blessure d'abandon, selon moi. Oui, et si je pense à la suivante, c'est la blessure d'injustice. Et celle-là, elle s'éveille quand l'enfant commence à prendre conscience de son individualité. Fait que celle-là, c'est un petit peu plus tard. Ça va être plus vers les 6-7 ans. Donc, c'est proche de l'apparition de l'ego, de l'aspect individuel. Et c'est que soudain, l'enfant a cette impression-là qu'il ne peut pas être lui-même ou s'exprimer. Donc, l'injustice part de là. C'est une blessure qui est surtout vécue avec le parent du même sexe que l'enfant. Et cet enfant-là va ressentir une sorte de froideur de la part de son parent. Il va ressentir comme s'il il critiquait, comme s'il était sévère ou intolérant. Que ce soit le cas ou pas. Parce que comme tu le mentionnes toi-même, c'est souvent des impressions qui peuvent être fausses, bien sûr. Ça peut être des fois dans des cas vraiment très, très clairs et des fois un petit peu moins clairs, mais ça, c'est ce qui est ressenti et c'est ce qui cause la blessure. Donc, l'injustice part de là. Et le masque de la blessure d'injustice, c'est le rigide. Donc, le rigide, c'est quelqu'un qui va avoir appris à refouler ses sentiments, à les cacher aux autres, justement parce qu'il a développé cette impression-là qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Qu'il ne pouvait pas s'exprimer aux autres parce que peut-être que son parent allait le juger, qu'il n'allait pas le laisser être lui-même. Ça peut s'appliquer à n'importe quel aspect de la vie en plus, ce sentiment d'injustice-là pour un enfant, que ça serait juste que son parent n'a pas accepté qu'il choisisse de faire tel sport au lieu de tel sport, ou peu importe, ça peut avoir vraiment plein d'exemples. Mais c'est ce qui va faire en sorte qu'après ça, la personne, elle va tout refouler, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut. Elle va faire semblant que non, tout va bien. Elle va sembler froide et insensible. C'est des gens qui ont l'air de ne pas avoir d'émotions, mais au contraire, c'est des gens qui sont sensibles. C'est juste qu'ils le cachent avec le masque du rigide. C'est aussi des gens qui cherchent la perfection à tout prix parce qu'ils ont comme appris qu'on l'appréciait plus pour ce qu'il faisait plutôt que pour ce qu'il était. Donc, il va toujours être dans la performance, dans justement le côté perfectionniste, d'essayer de tout réussir à la perfection pour avoir, disons, le sentiment qu'il fait ce qu'il faut. Pour le rigide, le mérite, c'est super important parce que la justice, c'est important. Donc, il faut qu'il y ait l'impression que si tu as fait quelque chose, ben, tu mérites une reconnaissance, mais si tu n'en as pas fait assez, tu n'en mérites pas. Donc, il est vraiment de cette manière-là très, très porté sur le mérite quand vraiment, lui, il considère qu'il le mérite ou qu'il considère qu'il ne le mérite pas. Il a toujours très peur de se tromper. Donc, c'est des gens qui veulent toujours, évidemment, tout bien faire les choses. Donc, évidemment, la peur de se tromper est très présente. C'est des gens qui sont très durs envers eux-mêmes. Ils aiment l'ordre. Ils veulent que les autres sachent qu'ils travaillent fort aussi.
Puis, bien évidemment, les gens qui souffrent d'une blessure d'injustice souvent vont s'attirer à eux des situations injustes parce que c'est le miroir de la réalité qui les renvoie vers ça. Puis, ben, la guérison, elle commence lorsque la personne se permet d'être moins parfaite, lorsqu'elle se donne le droit de faire des erreurs, de ne pas tout faire à la perfection. Ben, à ce moment-là, c'est la voie de la guérison. Oui, vraiment. Puis là, tu as amené justement l'injustice. La cinquième et dernière blessure peut ressembler quand même aussi à l'injustice, c'est la trahison. Les deux peuvent être assez mélangés parce que le masque se ressemble quand même énormément dans les types de personnalités. Oui, c'est vrai. Le masque de la trahison, je vais vous le présenter, c'est le contrôlant. Donc, et on a rigide et contrôlant, mais on va voir la différence entre les deux. La blessure de trahison est un peu plus dans la jeune enfance. On parle de 2-4 ans, parents du sexe opposé. Souvent, va se produire si l'enfant a vraiment eu comme pas un complexe d'Oedipe, là, mais pratiquement. Là, tu sais, c'est souvent ça qui est comme fusionnel avec le parent, amour à tout prix. Et là, peut-être il est arrivé un événement où il y a eu le sentiment de se sentir tout d'un coup que pas répondu aux attentes, trahi la confiance, peut-être que sentir que le parent lui a menti. Donc, c'est toutes ces notions de mensonge, de confiance. Et l'auteur a dit le contraire de la trahison, c'est la fidélité. Et la fidélité, c'est quoi? Ben, c'est quand on garde ses engagements, quand on a de la loyauté, quand on est dévoué envers les autres. Donc, la trahison arrive quand il y a absence, justement, il y a cassure de fidélité, quand la confiance est détruite. Donc, dans le développement de l'enfant, si on est vraiment en admiration avec son parent puis que ce petit lien de confiance-là se brise à un moment donné, c'est sûr que ça crée des blessures assez profondes de trahison. Je disais, c'est un contrôlant. En fait, c'est ce que ça va donner, c'est des gens qui ont beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences envers les autres, qui veulent tout prévoir, qui veulent tout contrôler, parce qu'ils se disent, ben de cette façon-là, je vais pouvoir tester, je vais pouvoir savoir si les gens sont dignes de confiance. Donc, ils sont toujours un peu sur leur garde par rapport aux autres, parce que à tout moment, hein, les gens peuvent nous trahir, peuvent nous mentir, donc on n'est jamais trop rassuré. Ça va être des gens qui vont paraître très rigides, très travaillants, mais d'un côté peut-être justement wow, tu sais, quelqu'un avec beaucoup de force, de talent, qui va être rapide, efficace. Il peut avoir un petit côté égo du genre regardez-moi, je suis charmeur et tout ça, parce que c'est des gens qui vont se placer dans des positions où ils vont rayonner, dans le fond. Ils vont vouloir être plus forts. C'est vraiment tout ce côté-là de montrer sa force, c'est pour cacher l'autre côté qui est la faiblesse et la vulnérabilité. Ouais. Dans la blessure de trahison, on veut surtout pas vivre ça. On veut se cacher de tout ce qui est vulnérabilité. C'est vraiment, comme je dis, des gens qui vont se pousser jusqu'au bout, là, jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out. Jamais abandonner un projet, parce que si on abandonne, on trahit notre organisation, on trahit notre groupe. Donc, au travail, ça va être des gens très exigeants. Et le fait qu'ils soient exigeants vers eux-mêmes, c'est aussi un reflet sur les autres. Donc, vont avoir de la difficulté à déléguer, difficulté à travailler en équipe, difficulté à juste dire, OK, tu peux faire cette partie-là. Eux, ils vont tous vouloir contrôler, faire la partie comme ils voulaient. Ils vont être moins patients et moins tolérants envers les autres parce qu'ils ne le feront pas à leur manière, bien sûr. Donc, pour vraiment revenir au masque du contrôlant, dans des relations, ce que ça va donner, c'est un petit peu délicat parce que justement, la personne va avoir peur, pas de l'engagement, elle va avoir peur du désengagement. Et là, ce que ça veut dire, c'est que la personne sait que si elle se met en couple, il faut que ça soit de façon fidèle, il faut que les engagements soient respectés. Donc, elle-même aussi se sent obligée de tenir parole, se sent obligée de tenir ses engagements. Sinon, elle a l'impression de trahir l'autre personne et ça, elle ne le tolère pas. Donc, ça fait des gens qui ne veulent pas s'engager justement parce qu'ils ne veulent pas vivre de la trahison dans le couple. Donc, c'est très complexe tout ça. Et ils ont peur aussi de la dissociation, c'est-à-dire la fin d'une relation, la défaite.
ou ont peur, ils vont être un peu de la rancœur, ils vont avoir peur d'être reniés, mais ils vont renier les autres du genre tu m'as fait ça, c'est terminé, tu m'as trahi, je te parle plus jamais, t'as pas de deuxième chance. Donc, il y a un côté quand même assez rigide dans le comportement de quelqu'un qui va être contrôlant parce que c'est important, la confiance, et c'est vraiment, ça touche la corde sensible de la trahison. Puis pour finir, dans le fond, c'est Lise Bourbeau, elle en parle, c'est que les blessures sont toutes reliées entre elles et celle-là, dans le fond, derrière elle, il y a la peur de l'abandon et la blessure d'abandon parce que la personne ne veut surtout, surtout pas se montrer faible et dépendante de quelqu'un d'autre, donc va tout faire pour être fort, indépendant. C'est vraiment le ballon qu'on va créer. Et pour finir, dans le fond, comment guérir de trahison? C'est le lâcher prise, le vrai lâcher prise, d'arrêter de s'attacher aux résultats et de tout planifier et de vraiment aller chercher sa reconnaissance personnelle à soi-même, d'arrêter de tout projeter sur les autres. Oui, voilà, ça fait le résumé des 5 blessures. Moi, je continuerai en disant que je le recommande vraiment à tout le monde, ce livre-là, parce que là, on vous a fait un petit résumé de, 5 minutes, même pas, là, pour chaque, là, et ça rentre beaucoup, beaucoup plus dans le détail dans le livre. Elle explique tellement plus de choses, il y a tellement... On aurait pu en parler pendant 4 heures. Là, évidemment, c'est pas le but. Donc, je le recommande, le livre, parce que ça permet tellement de comprendre des choses par rapport à soi-même, de comprendre certains de nos comportements. Puis, comme tu dis, c'est que les blessures se recoupent parce que c'est pas qu'on en a tous une dans notre vie, là. C'est pas ça, c'est qu'on les a quasiment toutes à différents niveaux. Ça se peut qu'on en ait une dominante, puis 2 autres moyennes. Ça se peut qu'on en ait 3 dominantes. Ça se peut... C'est différent pour chaque personne, mais sont presque toutes présentes pour tout le monde à différents niveaux. Donc, c'est bien d'aller plonger dans le livre. Et on s'en reparlait aussi, tu sais, les deux. C'est toi qui m'as prêté le livre pour la première fois, Marie-Ève. Oui. Et moi, j'ai vécu une situation qui m'a vraiment causé énormément de tristesse. Puis là, tu m'as dit, ben c'est peut-être une blessure d'âme, tu sais, comme on appelle une blessure profonde. Et j'ai lu le livre, ça m'a fait un bien extraordinaire. Et en préparant, ça fait comme bientôt 1 an là, que j'ai lu le livre. Et en préparant la capsule, j'ai relu. Et là, c'était un tout autre message qui arrivait, ça résonnait de façon différente. Là, c'était une autre blessure qui sortait un peu plus. Puis j'ai fait, pour le fun, il y a des petits tests sur Internet qu'on peut faire, tu sais, quelle est la blessure qui sort le plus selon vous. Et je pense qu'à tout moment, on peut refaire le test, on peut relire le livre et toujours redécouvrir des facettes de nous qu'on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas vu de cette manière-là et comprendre aussi les autres. Moi, ça m'a énormément aidé. De comprendre pourquoi certaines personnes agissent de certaines façons, c'est qu'ils sont dans leur perception, ils sont dans leur masse, puis il faut juste avoir énormément de compassion envers soi-même et envers les autres, qu'on est pris là-dedans tant que c'est pas guéri. C'est ça. Vraiment. Puis, là, je pense qu'on peut parler brièvement de la guérison, parce que c'est une chose de reconnaître ces blessures-là, mais il y a des voies de guérison, effectivement, tu sais. Puis, elle en parle un petit peu dans son livre. Je pense même qu'elle a écrit un 2e livre, que je pense c'est ça, qui porte vraiment, vraiment plus sur la guérison. Mais en gros, évidemment, la première étape pour guérir la blessure, c'est de la reconnaître. Donc, évidemment, à travers une lecture comme ça nous permet de les reconnaître. Mais un autre aspect qui est extrêmement important, c'est celui de se libérer du jugement et, d'être capable de pardonner. Et ça, c'est autant envers soi-même que, par exemple, envers les parents. Parce que là, depuis tantôt, on parle beaucoup que, oh mon Dieu, les parents sont à l'origine de toutes nos blessures. Mais c'est pas toujours conscient. Ça veut pas dire que parce que tu as une blessure, tu as eu des parents horribles. Là. Tes parents aussi ont des blessures. Ils agissent de certaines manières complètement inconscientes. Donc, ça peut être des parents super aimants, mais que ça a donné qu'ils ont eu une certaine attitude avec toi sans s'en rendre compte, qui a créé cette blessure-là quand tu étais dans ton enfance. Donc, il faut surtout se pardonner à soi-même de toutes les réactions qu'on a pu avoir, mais pardonner les autres qu'on pense qui sont à l'origine de nos blessures ou qu'on pense qu'ils les ont réavivées. Parce que ce n'est pas la faute des autres, justement, ça ne vient toujours que de soi-même. La vie est un miroir qui nous reflète notre monde intérieur, comme je le dis souvent. Donc ça, c'est super important dans la guérison. On se libère du jugement, on se pardonne, on reconnaît que ce mécanisme-là de l'ego, des blessures, il était là pour nous protéger. Ça fait partie, disons, de cette expérience humaine, mais il y a moyen de s'en libérer.
Exactement, vraiment. Et c'est un long processus. Une fois qu'on accepte, dans la phase 1, c'est le reconnaître. Puis tu sais, moi, je l'ai vécu, tu sais, ça apporte énormément de lot d'émotions, mais c'est un travail de profondeur. Je pense vraiment que c'est d'aller dans les couches, dans les couches, dans les couches de notre subconscient, de nous-mêmes, de, comme tu disais, de notre programmation. Et il faut être patient, hein. Ça se guérit pas du jour au lendemain. Ça va prendre peut-être des années et peut-être même des vies parce que Oui, ça se répète entre les vies si on croit à la réincarnation et au karma. effectivement. C'est ça, c'est très, très intense et c'est très générationnel aussi. Là, on dit vraiment que nos parents peuvent nous le transmettre. C'est des lignées et tout ça. Ouais. Donc, soyez indulgents et patients et juste être bon envers soi-même. Une fois qu'on tire, qu'on déterre, il y a plein d'autres choses à déterrer. Moi, c'est ce que j'ai réalisé là, avec le travail des 5 blessures. C'est jamais terminé. Ben non, c'est ça, c'est un travail de toute une vie. Ça revient avec le fait de se connaître soi-même. Oui. Donc, vraiment, écoute, je pense que c'est un beau résumé qu'on a fait. Comme j'ai dit, on a simplement abordé la surface là, du sujet, Exact. mais j'espère qu'on a piqué la curiosité des gens puis qu'ils vont vouloir aller lire le livre parce que selon moi, Oui. c'est un gros plus dans la vie de qui que ce soit qui est intéressé par le développement personnel. Exactement. Puis laissez-nous des petits coucous en rediffusion. Ça me ferait plaisir de savoir qui nous a écoutés jusqu'au Oui, bout. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vraiment ça vous intéresse aussi des petites vidéos comme ça? Marie-Ève et moi, on est des bonnes amies, mais ça nous fait vraiment plaisir de faire des petites vidéos comme ça. Donc, on va certainement en refaire aussi. Là. Donc, mhm. surveillez la page spirituelle et la page du studio. Oui. Bye Bon, tout le ben monde! merci. Bye!